Bonjour à tous et bienvenue dans ce second cours en géosciences. Et cette fois-ci, je vais vous parler de l'impact local du changement climatique et les activités humaines à partir de ce que nous racontent les sédiments lacustres. Les sédiments lacustres sont en fait des archives du passé et en les étudiant, notamment dans nos régions, mais ailleurs dans le monde également, on peut tenter de reconstituer la variabilité naturelle du climat et également l'impact de l'homme sur son environnement. Alors voici le plan de cette présentation. D'abord, j'introduirai la notion de ce qu'on appelle la paléolimnologie, c'est-à-dire l'étude des sédiments de lacs et comment se forment les lacs, notamment comment se forment les lacs alpins. Ensuite, je vous présenterai certaines méthodes de carottage et d'analyse. Et ensuite, la plupart de cette présentation s'articulera autour d'exemples d'enregistrements sédimentaires. Je vous parlerai tout d'abord des grands lacs de plaine, comme le Bourget, Annecy et le Léman, puis de petits lacs de plaine comme le lac de Saint-André, ensuite de lacs de moyenne altitude comme le lac de la Tuile, de lacs de haute altitude comme le lac d'Anterne, et puis ensuite je parlerai de lacs de très haute altitude avec les lacs qu'on dit blancs. Donc je parlerai du lac blanc des Aiguilles Rouges, le lac de Blanc-Beldon et le lac d'Alos dans les Alpes du Sud. Et puis je finirai par les lacs de très haute altitude qu'on appelle les lacs noirs, donc un autre type de lac. Blanc et noir ne sont pas tout à fait la même chose, je vous expliquerai pourquoi. Et je vous parlerai, alors non notamment plus en fait du lac Noir des Aiguilles Rouges, mais en fait du lac des Roberts dans le massif de Beldon. Alors tout d'abord, l'origine de ces lacs. Il peut y en avoir différentes origines, évidemment, alors qui sont listées ici. Il peut y avoir une origine tectonique, comme par exemple la photo que vous avez au centre, c'est le lac Baïkal. Il peut y avoir une origine glaciaire, comme la photo que vous avez à droite, au milieu à droite, là. Vous voyez bien que le recul du glacier a créé un petit lac, hein, tout simplement parce que le glacier creuse le substrat et donc en se retirant, il va y avoir une dépression qui va être remplie par l'eau. Évidemment, ce lac va être très fortement influencé par le glacier qui est en amont. Il peut ensuite y avoir des lacs volcaniques, comme vous avez en bas à droite, où là c'est un lac dans un cratère de volcan, celui-ci est en Turquie. Il peut ensuite y avoir des lacs karstiques, c'est ce que vous avez en bas à gauche. C'est un lac qui se situe sur le Larzac, dans le sud de la France, et qui est en eau de temps en temps, toutes les quelques années, parce que la nappe d'eau est très chargée et donc remonte, et donc fait apparaître un lac temporaire. Ensuite, vous pouvez avoir des lacs fluviatiles, hein, tout simplement, par exemple un bras mort d'une rivière qui est rempli d'eau, hein, et qui donc va fonctionner comme un lac. Et puis ensuite, évidemment, des lacs d'origine anthropique, comme ce que vous avez en haut à droite avec un lac de barrage. Voilà, il y a d'autres contextes, je ne vous les détaille pas tous ici. Alors, pour bien comprendre le fonctionnement d'un lac, il y a pas mal de choses qui vont le régir. Notamment, vous avez une liste ici, il y a le relief, hein, autour d'un lac, qui va évidemment influencer la façon dont les choses sédimentent dans ce lac. Il y a la nature du bassin versant, BV c'est pour bassin versant, c'est-à-dire si on a un bassin versant qui est d'origine granitique, calcaire, ou je sais pas, volcanique par exemple, évidemment la chimie de l'eau et puis le fait que des éléments vont être érodés du bassin versant et arriver dans le lac vont pas être les mêmes. Ensuite, il y a également le rapport entre la surface du lac et celle du bassin versant. Plus le bassin versant est grand par rapport à la taille du lac, plus il risque d'y avoir des forts apports sédimentaires dans ce lac. Ensuite, il y a le régime hydrologique du lac, ça veut dire notamment le fait que les eaux de surface et les eaux profondes dans un lac peuvent s'inverser au cours de l'année, je vous expliquerai cela, ou le fait que également l'eau se renouvelle à l'échelle de l'année ou de plusieurs années dans un lac. Ça aussi, je vous en reparlerai. La présence d'un glacier dans son bassin versant, ben évidemment, si on a un glacier dans son bassin versant, un glacier est un fort agent érosif, donc il va y avoir une forte érosion, et donc le lac va se combler plus vite. Et puis il va également y avoir une dynamique saisonnière. Ensuite, le couvert végétal dans le bassin versant. S'il y a une très forte végétation très dense, généralement on va bien maintenir le sol et les roches, et donc il y aura peu d'érosion, et inversement. Et selon le type de végétation également, il va y avoir plus ou moins d'érosion. Et puis enfin, l'influence de l'homme. Si par exemple, il y a des activités agricoles, pastorales ou industrielles, eh ben, il peut y avoir soit plus d'érosion, soit moins d'érosion, soit plus de polluants qui arrivent dans ce lac. Alors, le fonctionnement propre au lac, donc son régime hydrologique notamment, il va dépendre de plusieurs choses. Déjà, une des premières choses,
importantes à comprendre dans un lac, c'est sa morphologie et sa bathymétrie. Alors sa bathymétrie, ça veut dire sa profondeur d'eau. Ici, vous avez le lac du Bourget, vous avez une carte qu'on dit morphobathymétrique, on voit la morphologie du lac et sa profondeur. Et donc ça, c'est hérité de sa formation. Pour le lac du Bourget, c'est un lac d'origine glaciaire. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bilan hydrique, avec notamment le temps de résidence. Ça veut dire, là ici, on fait un rapport entre la quantité d'eau qui arrive dans le lac et la quantité d'eau qui part du lac. D'accord? Et en fonction de, évidemment, faut prendre en compte la quantité d'eau qui est présente dans le lac, et donc on peut essayer de définir comme ça le temps de renouvellement des eaux dans un lac. Pour le lac du Bourget, c'est de quelques années, 2 ans je crois, 2 ou 3 ans. Ensuite, il y a évidemment la composition chimique de l'eau, si c'est de l'eau douce, saumâtre ou hyper salée, évidemment, le fonctionnement du lac ne sera pas le même, les espèces notamment qu'on va trouver dans le lac ne seront pas les mêmes. Ensuite, il y a le mouvement de l'eau. Alors le mouvement de l'eau, ça veut dire que il ne faut pas voir le lac comme quelque chose qui ne bouge pas. On va avoir l'eau de surface qui peut plonger en profondeur ou l'eau profonde qui peut remonter. Il peut y avoir également des courants dans le lac. Et tout ça, c'est fonction notamment de la température et du vent. Je vais en reparler juste après. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'état trophique du lac. On va dire qu'un lac est oligotrophe ou eutrophe. En fait, c'est en fonction de la quantité de nutriments disponibles dans le lac pour l'activité biologique. Un lac oligotrophe, c'est qu'il y a peu de nutriments. Un lac eutrophe, c'est qu'il y a beaucoup de nutriments. On en reparlera également. Alors au sujet de ces mouvements d'eau, alors on dit d'un lac qu'il est mono, di ou polymictique en fonction de la nombre de fois dans l'année où ses eaux se retournent. Alors les eaux se retournent, ça veut dire que les eaux de surface plongent et les eaux profondes remontent. Et ça va être fonction de la température et du vent. Alors pour que vous compreniez bien, vous avez à gauche là un diagramme qui vous montre un profil de température dans un lac. Et vous voyez qu'on définit 3 zones dans un lac. On définit ce qu'on appelle l'épilimnion, qui est la couche de surface, qui est globalement à l'équilibre avec la température journalière, moyennée sur une certaine période évidemment. En gros, c'est la couche de surface d'un lac qui est chaude. Ensuite, tout au fond, vous avez ce qu'on appelle l'hypolimnion, qui est la zone du lac qui est relativement froide en profondeur, parce qu'elle se réchauffe quasiment pas à l'échelle de l'année. Et puis entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la thermocline, c'est la diminution de température en fonction de la profondeur du lac. Et donc, évidemment, il faut imaginer que ce profil de température change au cours de l'année. Si on est en été, l'eau de surface sera évidemment chaude. Si on est en hiver, l'eau de surface sera froide. C'est ce que vous avez sur le diagramme noté petit b, au milieu. Et donc, vous voyez qu'en hiver, notamment, la température de surface d'un lac peut être plus froide qu'en profondeur, alors qu'en été, ce sera évidemment l'inverse. Et donc, on passe par toutes les positions intermédiaires durant le printemps, dans un sens, ou durant l'automne, dans l'autre sens. Par ailleurs, il faut savoir que l'eau a une densité qui est variable en fonction de sa température. Globalement, la densité de l'eau est la plus importante à 4 degrés. C'est le diagramme que vous avez à droite. Vous voyez, avec un maximum de densité autour de 4 degrés. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si l'eau de surface est à 25 degrés, elle est relativement légère par rapport à une eau profonde qui peut être à, par exemple, 7 degrés. Si l'eau de surface se refroidit pendant l'hiver, elle va pouvoir atteindre des températures allant autour de 4 degrés, voire moins. Et donc à ce moment-là, elle va passer par un pic de densité. Donc si l'eau de surface est à 4 degrés, elle va être très dense, c'est son maximum. Et l'eau en profondeur, à 7 degrés, va être moins dense. Du coup, une eau de surface plus dense va avoir tendance à plonger et l'eau profonde moins dense va avoir tendance à remonter. Et donc, on va avoir comme ça un cycle de mouvement d'eau. L'eau profonde descend, l'eau profonde, excusez-moi, remonte et l'eau de surface descend. Et donc ça peut se produire 2 fois dans l'année en fonction des variations de température. Une fois pendant l'automne, fin d'automne, et une fois à la fin du printemps. Ok, donc ça, ce serait pour un lac dimictique qui renverse ses eaux 2 fois dans l'année. Ensuite, le vent, comment est-ce qu'il joue? Si on a des vents dominants, c'est le diagramme que vous avez en bas, des vents dominants dans un sens pendant très longtemps, on peut avoir un décalage des eaux. C'est un petit peu exagéré ce schéma, mais globalement, c'est ce qui peut se passer. Les eaux de surface peuvent se décaler d'un côté en fonction du vent. Et puis à ce moment, si elles se décalent, elles vont avoir tendance à plonger. Et puis, évidemment, parce que la surface du lac est à peu près plane, les eaux profondes vont avoir tendance à remonter.
Donc on va avoir des courants ascendants et descendants, donc là encore une fois, un mélange dans le lac. C'est relativement important ces mélanges parce qu'en fait, les eaux de surface sont bien oxygénées alors que les eaux profondes dans un lac sont souvent assez peu oxygénées. Et donc, ce mélange d'eau va avoir tendance à réoxygéner les eaux profondes. On en reparlera également. Ensuite, différents facteurs qui peuvent contrôler la production sédimentaire dans un lac. Il y en a beaucoup. Cette figure est un petit peu compliquée. Je vais essayer de ne pas forcément rentrer trop dans le détail, mais de vous la décrire un petit peu. Alors, les facteurs qui peuvent contrôler, alors si je prends la partie haute du lac, notamment par exemple à droite, vous voyez la ceinture végétale et la géométrie du lac. Une ceinture végétale va avoir tendance à retenir les particules qui peuvent être érodées sur le bassin versant. La taille du lac avec le régime de vent va pouvoir induire également une houle en surface et donc potentiellement une érosion du littoral du lac. Ensuite, évidemment, le climat avec la productivité et la profondeur de ce lac, et bien évidemment, va pouvoir gouverner, excusez-moi, le climat avec la température va pouvoir gouverner la productivité de surface dans le lac. Et donc, une sédimentation en profondeur. Ensuite, d'autres facteurs vont être les apports par précipitation ou par évaporation, qui vont pouvoir par exemple changer la chimie et le pH du lac. Et ça peut être aussi des apports par voie atmosphérique comme des poussières. Des poussières ou par exemple des dépôts d'éruptions volcaniques. En profondeur, donc on va avoir évidemment le régime tectonique et hydrologique du lac. Donc, par exemple, s'il y a une faille qui passe dans le lac, on va pouvoir avoir des différences topographiques dans le fond du lac qui vont induire des glissements de terrain sous-aquatiques. Ensuite, d'autres processus profonds, notamment avec l'activité biologique et la quantité de matière organique qui va pouvoir être dégradée en profondeur dans le lac. Ensuite, vous avez des activités liées au glissement sur les pentes. Si on a une activité sismique, on peut avoir une partie de la pente, c'est ce que vous avez sur la pente du lac, là, qui peut se glisser en fait et arriver jusqu'au fond du lac. Et puis évidemment les apports des affluents en fonction du type de bassin versant, du type d'érosion, de la végétation, du climat. On va avoir des apports plus ou moins importants, sous forme de crues ou sous forme d'apports plus ou moins importants. Donc voilà, beaucoup de paramètres qui vont gouverner la sédimentation au sein du lac. Alors, la formation des lacs alpins maintenant. Donc maintenant, ça c'est une courbe que vous connaissez, que vous avez vue en cours précédent. Alors, c'est ce qui gouverne, c'est ce que l'on illustre par les cycles glaciaires interglaciaires. Donc vous avez en bas, là, l'évolution de la température relative depuis l'actuel, depuis l'actuel, en remontant il y a à peu près 3 millions d'années. Et donc vous voyez ces variations de température d'une amplitude d'un peu moins d'une dizaine de degrés, qui sont les variations de période glaciaire interglaciaire. Actuellement, on est dans une période interglaciaire. Cette cyclicité est autour de 100 000 ans sur le dernier million d'années, et enfin, on va dire les derniers 600 000 ans, et avant, il avait une cyclicité autour de 40 000 ans. Ça, c'est les cycles qui sont liés aux variations d'énergie solaire perçues par la planète en lien avec les cycles de Milankovitch. Je vous ai déjà expliqué cela. Si on regarde en gros les 400 000 dernières années, c'est le diagramme que vous avez au-dessus, on voit donc cette périodicité dans les variations glaciaires interglaciaires. On continue à faire un petit zoom. Cette fois-ci, on va regarder la dernière partie, c'est la partie en bas là, où on rentre dans la période après la dernière maximum glaciaire, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. C'est une période qui est la période interglaciaire actuelle avec des températures plutôt chaudes. Vous avez encore un petit zoom sur la partie supérieure et à ce moment-là, on regarde vraiment que l'Holocène. Alors que vous voyez qu'avant l'Holocène, on était dans le dernier maximum glaciaire, notamment autour de 25 000 ans, entre 30 et 25 000 ans, on a des températures plus froides. Donc si on regarde l'Holocène, c'est une période qui est relativement stable. On est autour d'une température relative autour de zéro. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie de température sur cette période-là, ou relativement peu. Il y a quand même des petits pics, notamment un pic vers moins 6000 avant Jésus-Christ. C'est un refroidissement global planétaire à ce moment-là. Et puis, si on regarde les 2000 dernières années, donc on va continuer à zoomer, c'est le graphique que vous avez en bas. On voit que même si cette courbe avait l'air relativement plate à l'échelle de l'océan, on voit quand même qu'il y a des variations de température qui sont significatives de l'ordre d'un degré, et notamment durant ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. C'est une période entre 1300 et 1900. Vous avez des températures plus froides, alors que pendant l'optimum climatique du Moyen Âge,
autour de l'an 1000, vous avez une période plutôt chaude. Si on continue à regarder, donc cette fois-ci le dernier siècle, la courbe que vous avez en haut et que je vous ai déjà présentée lors de la présentation précédente, et on voit le réchauffement climatique actuel, euh, et qui nous indique qu'on a un réchauffement d'environ 1 degré par rapport à la situation pré-impact de l'homme sur le climat. Alors, le résultat de cela, c'est qu'il y a à peu près 25, entre 20 et 30 000 ans, c'est pas très très bien daté, puis c'est pas homogène à l'échelle des Alpes. En gros, durant ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, vous avez cette carte ici qui vous montre l'étendue des glaciers dans les Alpes. Alors, on peut essayer de se repérer. Vous voyez Lyon en bas à gauche. Vous voyez Chambéry là qui est sous des flèches vertes, et puis la dent du chat. Et on peut deviner aussi la forme du lac du Bourget. Alors évidemment, à cette période-là, le lac n'existait pas. Vous voyez que vous aviez des très grandes masses glaciaires avec ce grand lobe lyonnais là qui arrivait quasiment jusqu'à Lyon. Et là où on se situe, donc on va dire au niveau du lac du Bourget, vous aviez à peu près 1 kilomètre de glace au-dessus de votre tête. Donc tout ça en lien avec des variations de température qui étaient de l'ordre de 6-7 degrés inférieurs à l'actuel. Donc vous voyez, 6-7 degrés, c'est vraiment un changement majeur dans le paysage. Je vous l'ai déjà dit là, lors du dernier cours. Et donc vous pouvez imaginer qu'un changement climatique de 6 à 7 degrés, mais plus chaud, va également être un changement drastique à l'échelle de cette région. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que à cette période-là, dernier maximum glaciaire, dans les Alpes, il ne se passait pas grand-chose à part des grandes masses glaciaires. Il y avait quelques promontoires rocheux, évidemment pas de végétation et pas de lac. Ensuite, ici, vous avez une carte qui représente la vallée de l'Isère, avec le grand glacier de l'Isère qui s'est coulé durant ce dernier maximum glaciaire. Vous avez la ville de Grenoble au milieu. Et puis ensuite, on a différentes phases de retrait de ce grand glacier quand le climat se réchauffe. Et à la place de ce grand glacier va apparaître un grand lac. D'accord, je continue. Voilà, ici, donc vous aviez un grand lac dans toute la vallée de l'Isère qui était extrêmement profond. Attention, hein, il faisait à peu près 450 mètres de profondeur d'eau. Donc vous imaginez, c'est vraiment conséquent. Et évidemment, ce lac, vous ne l'avez plus actuellement. Il a été complètement colmaté par les sédiments issus de l'érosion des glaciers et qui ont été transférés par la rivière Isère en amont et qui viennent donc combler ce lac. Donc ce lac s'est comblé entre en gros 25 000, entre 25 000 et 30 000 ans jusqu'à à peu près 12 000 ans. Alors l'idée ensuite donc d'utiliser des carottes sédimentaires, c'est que l'on va essayer de retourner dans le passé, hein, d'où cette illustration, pour essayer de reconstituer les variations climatiques et d'impact de l'homme dans le passé. Donc vous allez voir apparaître sur la droite une carotte du lac du Bourget. Alors évidemment, dans cette carotte, tout en bas, elle a été datée très précisément. Je reviendrai sur les méthodes de datation. Alors tout en bas, 1804, le sac de Napoléon. Évidemment, ça ne se voit pas dans la carotte, mais c'est juste pour localiser la chose. Un petit peu au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une petite couche un peu plus sombre. C'est une crue du Rhône en 1818. C'est une crue historique. Donc, on a pu corréler ce dépôt à une crue historique du Rhône, vraiment une crue majeure. Ensuite, on remonte. Vous avez un autre dépôt spécifique ici, qui est un séisme qui a eu lieu au nord du lac en 1822, que l'on retrouve également dans les carottes. Ensuite, on continue à remonter un petit peu. 1910, une autre crue du Rhône, une crue majeure. C'est la plus grosse du XXe siècle. Ensuite, il succède d'autres types de crues. Et puis, à partir de 1940, on voit apparaître ce qu'on appelle l'eutrophisation du lac, avec des lamines, des varves. Je vous en ai déjà parlé lors du... c'est pas moi qui en ai parlé, pardon, c'est moi. Un collègue vous en a parlé au bord du lac du Bourget au semestre précédent, avec cette apparition des varves dans la carotte. Je vais vous en reparler ici. Et puis, 2009, la date de prélèvement de cette carotte. Donc, ce que vous voyez déjà à travers cette carotte-là, c'est que l'on peut reconstituer à la fois des forçages tectoniques, un séisme par exemple, des forçages climatiques avec par exemple des crues, et puis également des forçages liés à l'activité humaine avec l'eutrophisation du lac qui est liée notamment ici à la quantité de phosphore qui arrive dans le lac, un polluant lié à l'activité humaine. Alors, maintenant, différents aspects plutôt méthodologiques. Alors, quand on étudie un lac, une des premières choses à faire, c'est ce qu'on appelle une carte bathymétrique. C'est-à-dire qu'on passe avec un échotondeur qui mesure la profondeur, et à partir de cela, on peut, donc c'est tous les petits points rouges, et à partir de cela, on peut extrapoler une carte bathymétrique qui représente la profondeur du lac. Ici, c'est pour le lac du Lovitel, pour ceux qui connaissent, dans les écrins.
Ensuite, on va réaliser des carottes sédimentaires, donc différents types de matériel pour cela. Là, c'est du matériel relativement léger que l'on peut porter à dos d'homme. Bon, il faut être à peu près 3 ou 4. Il faut également monter un bateau. On peut aussi monter ça sur des chevaux ou en héliportage. Et avec ça, on peut réaliser des carottes d'environ 1 à 2 mètres, voire 3 mètres de long. Et on peut les faire donc depuis un bateau ou depuis un lac gelé. Ensuite, pour d'autres types de carottage sédimentaire, on a du matériel un petit peu plus lourd, on va dire. C'est une barge de carottage. Voilà, c'est des espèces de gros boudins qu'on assemble avec un tripode qui permet de réaliser des carottages jusqu'à, on va dire, une quinzaine de mètres à peu près, de quinzaine de mètres de sédiments. Et donc ce matériel, évidemment, on l'héliporte. On peut faire exactement la même chose sans trimballer les gros boudins à partir d'un lac gelé en hiver où on monte juste le tripode et donc on peut effectivement faire des carottages jusqu'à on va dire 15 à 20 mètres avec ce matériel-là. Ce piston, vous voyez en image en bas à droite, arrivé à la profondeur que l'on veut atteindre, on le bloque et on commence à marteler. Donc on enfonce le carottier mais le piston ne bouge pas. Et ensuite, quand le piston est en haut, c'est qu'on a rempli notre carottier. Et donc, on peut le remonter. Donc, voilà à quoi ressemble ce piston. Ensuite, retour en laboratoire. On ouvre ces carottes sédimentaires, on les échantillonne, on les stocke généralement au frais. Et puis ensuite, on a différents instruments qui permettent de réaliser différentes analyses. Vous avez en bas à droite ce qu'on appelle un XRF Core Scanner. Cela permet de mesurer la chimie en continu sur la carotte sédimentaire. En bas à gauche, vous avez un granulomètre laser, ça permet de mesurer la taille des particules. Ensuite, vous avez en haut à droite un microscope électronique à balayage qui permet d'aller voir dans le détail de quoi sont constituées les particules et leur forme, etc. Il y a beaucoup d'analyses qui peuvent être entreprises sur ces carottes, que ce soit les analyses destructives ou non destructives. D'autres analyses en laboratoire, une des spécificités que l'on a dans notre laboratoire, c'est que on a ce qu'on appelle les spectromètres gamma. C'est pour mesurer la radioactivité, notamment pour dater les carottes, qui sont placés dans un laboratoire souterrain qui est au milieu du tunnel du Fréjus, pour ceux qui connaissent. Le tunnel du Fréjus, c'est le tunnel qui sépare la France, qui rejoint la France de l'Italie, au-dessus de Modane. Un tunnel qui fait 16 km de long. Et au milieu de ce tunnel, on a un laboratoire souterrain, voilà, qui est schématisé ici. Et dans ce laboratoire souterrain, on a une salle dans laquelle il y a ce matériel-là qui permet de mesurer la radioactivité et donc de pouvoir dater les carottes. Voilà, donc on est en fait, pourquoi est-ce qu'on est là? C'est parce qu'on est sous à peu près 1700 mètres de roche et comme ça, on n'a aucun bruit qui provient de l'atmosphère, notamment de l'univers en fait, puisqu'on a des rayonnements cosmiques qui atteignent la Terre et qui vont créer du bruit dans nos détecteurs. Et donc, si on est sous 1700 mètres de roche, ce bruit va être très très faible. Donc, on aura de mesures très précises. Alors pour continuer là-dessus, ben, on peut avoir différents types d'indicateurs, on appelle ça également des proxys, qui permettent de reconstituer euh, des variables dans le lac. Alors on peut avoir, bon là vous avez toute une liste ici, des indicateurs du bassin versant, par exemple, voilà, on peut essayer de reconstituer la nature des minéraux qui arrivent dans le lac, qui vont nous permettre de reconstituer l'érosion, ou par exemple si on a des événements volcaniques. La taille des particules, ça va être des indicateurs notamment d'intensité des événements, de crue par exemple, des traceurs chimiques. Ensuite, on peut avoir des traceurs de productivité biologique, comme certains restes d'organismes présents dans le lac, ou par exemple des grains de pollen que l'on va pouvoir retrouver pour constituer la végétation autour du lac. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler ici, vous regarderez. En tout cas, on a beaucoup d'indicateurs qui permettent de répondre à pas mal de questions de pollution, d'impact de l'homme, de climat, de fonctionnement du lac, de géodynamique avec des séismes, des volcans, des éruptions volcaniques, etc. Donc beaucoup de choses que l'on peut reconstituer à partir de ces sédiments lacustres. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec effectivement différents exemples d'enregistrement lacustre. Ici, je vais vous parler du lac du Bourget. On vous en a déjà parlé lors des sorties de terrain du premier semestre. Je vais vous en reparler ici. Donc vous avez ce fameux lac là, qui est le plus grand lac naturel français. Et vous avez à droite une carotte sédimentaire qui représente, alors la photo n'est pas de très bonne qualité, mais qui présente une alternance de lamines
qui sont des varves, hein, ce sont des lamines annuelles, saisonnières en fait, et quand on les compte, on peut remonter aux différentes années. Vous avez ici donc un profil chimique associé à cela, de calcium, et ce calcium, chacun des pics, des grands pics, nous montre la phase de productivité lacustre qui induit de la précipitation de carbonate durant la fin du printemps et l'été. Et donc, si on compte ces pics, ben, on peut remonter aux différentes années. Vous avez ensuite une couche un peu plus épaisse ici qui correspond à un événement. Je reviendrai là-dessus. Alors, si on regarde un peu plus en détail, de quoi sont constituées ces lamines, ces varves, donc cette sédimentation annuelle. Vous avez ici donc une petite description sédimentaire de ce lac. Et puis, si on regarde au microscope électronique, un balayage, un petit peu la composition de ces différentes lamines, on retrouve 3 lamines différentes qui vont correspondre à 3 saisons dans l'année. Et ce schéma se répète. Alors, la première lamine, c'est celle qui va apparaître durant le printemps. C'est le petit 1 que vous avez. Elle correspond à, si vous regardez au microscope électronique à balayage, là vous avez le chiffre 2 sur la droite. On voit ce qu'on appelle des frustules de diatomée. Donc ça, c'est des algues en fait qui vivent dans le lac durant le printemps, qui se développent dans le lac durant le printemps. Alors ces algues se développant, en fait, elles vont pomper du carbone dissous dans le lac et elles vont rééquilibrer une équation de précipitation des carbonates. Donc à la suite de ce pic de diatomée, d'algues, on va avoir un, une, une quantité de carbone dissous dans le lac HCO3- qui va diminuer et donc on va avoir comme tendance de faire précipiter du carbonate de calcium, des petits cristaux de calcite. C'est ce que vous avez sur l'image 3 à droite et ça va constituer une lamine blanche constituée de calcaire. Et ça va correspondre à l'été. Ensuite, il est possible de retrouver d'autres blooms, ça veut dire des forts développements de diatomées pendant l'été, mais sinon, ensuite, durant l'automne et l'hiver, on a une période ici qui est plutôt froide, avec plus de précipitations. Donc, on va avoir des apports, ce qu'on dit allochtones, qui viennent de l'extérieur du lac, qui sont un peu plus importants. Et on va retrouver, comme vous le voyez en haut à droite, un petit peu de calcite détritique, du quartz, de la biotite, donc en fait des éléments arrachés depuis le bassin versant qui vont arriver dans le lac. Donc, on va se retrouver avec 3 lamines, celle de printemps qui correspond aux algues, celle d'été qui correspond au calcaire et celle de automne-hiver qui correspond à des minéraux silicatés détritiques qui viennent du bassin versant. Et donc ces 3 lamines se répètent et on peut ainsi compter les différentes années. En bas à gauche, je vous ai mis une image qui était une photo qui est faite du lac du Bourget durant l'été et vous voyez que la surface du lac est turquoise. Ceux qui sont du coin, vous l'avez probablement déjà vu. Et si vous vous baignez dans le lac à ce moment-là, vous aurez des petits dépôts blanchâtres sur vous. Simplement, ça fait penser à des lagons avec une eau magnifique, très trouble, hein, mais avec une couleur magnifique. Ça, c'est tout simplement quand on a des précipitations de carbonate. C'est des petits cristaux de quelques microns, 4-5 microns. Et donc, en fait, ils sont blancs. Et donc, blanc sur bleu, ça fait cette couleur turquoise, très jolie. C'est ce que l'on voit aussi beaucoup dans le lac d'Igbelette. Et c'est typiquement ces petits cristaux de carbonate qui vont former la couche durant l'été, qui va sédimenter. Diapo suivante, on voit qu'on a ici donc encore une fois notre description sédimentaire avec ces petites lamines, et on voit qu'elles apparaissent à partir d'un moment. Vous avez ici différents isotopes qui sont utilisés pour dater la carotte sédimentaire en surface. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Le plomb 210, il subit une décroissance radioactive et ça permet donc, parce qu'on connaît la période de vie du plomb 210, de dater le sédiment. Un autre isotope que l'on regarde, deux autres isotopes que l'on regarde, c'est le césium 137 et l'américium 241. Et on voit qu'en profondeur, pour le césium, il y a 2 pics et pour l'américium, il y a un pic. Et on voit que le pic d'américium et le premier pic de césium sont synchrones. Et en fait, cela, ça correspond au maximum des essais nucléaires en 1963 dans l'atmosphère. En fait, ensuite, à partir de 1963, il y a un traité de non-prolifération des armes atomiques. Et donc, en fait, les retombées de césium, qui est un isotope purement artificiel, c'est-à-dire qu'on ne le rencontre pas dans la nature s'il n'est pas créé par l'homme. Et ce césium, il est créé par les activités nucléaires. Et donc, à partir du moment où on fait beaucoup d'essais nucléaires, euh, d'essais d'armes nucléaires, on va émettre du césium dans l'atmosphère qui va ensuite retomber. Et donc, vous voyez que ce pic dans les années 63, en fait, il correspond très précisément
au traité de non-prolifération des armes atomiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ce traité, la plupart des pays arrêtent l'utilisation d'armes atomiques, ces tests, et donc on a cette diminution du césium et de l'américium. L'américium étant un descendant du plutonium. Ensuite, vous voyez qu'il y a un autre pic en 1986 de césium uniquement, et ce pic, il est également bien connu, il correspond à l'accident nucléaire de Tchernobyl, avec le nuage radioactif qui arrivait évidemment jusqu'en France. Et donc on observe des retombées de césium dans l'environnement et notamment dans ce lac. Donc si on a ces deux pics à deux profondeurs données, ben, on peut très précisément donc dater ces deux profondeurs. Ensuite, on a d'autres méthodes pour remonter dans le temps de façon plus ancienne, notamment avec le carbone 14, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus dans ce cours. Ensuite, on peut également trouver des événements historiques, hein, ce que vous avez à droite en bas. Par exemple, il y a écrit Rhone Flood, ça veut dire que c'est une crue du Rhône en 1910, j'en ai déjà un peu parlé, et puis un séisme, earthquake, en 1958-59. Donc on trouve des événements historiques qui nous permettent également de préciser les âges en profondeur. Donc une fois que cette carotte est datée, ben, notamment ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut essayer de dater précisément l'apparition de ces varves dans le sédiment lacustre. Alors, ce qu'on a pu faire dans ce lac du Bourget, c'est qu'on a réalisé pas mal de carottes dans le bassin nord et dans le bassin sud, selon des transects, à différentes profondeurs. C'est toutes les petites étoiles que vous avez. Et quand on reporte ça en fonction de l'âge, puisqu'on peut dater ces carottes, donc, on essaie d'étudier l'apparition de ces varves dans le lac. Et le fait qu'ils apparaissent à partir d'un moment, puis peut-être qu'ils peuvent disparaître et qu'ils réapparaissent. Ce que vous avez dans la figure centrale, là, vous avez les différentes carottes. Hein, c'est chacune des colonnes, ça représente une carotte. Chaque fois qu'elle en fonction de l'âge, donc, et en fonction de la profondeur. Donc, en ordonnée, l'âge, en axis, la profondeur dans le lac. Ce que l'on peut voir, c'est que quand ces zones sont marquées en gris, là, ça veut dire qu'elles sont varvées tout du long. Donc, par exemple, la carotte la plus profonde, 145 mètres, on voit qu'à partir de 1933, elle est varvée sur toute la longueur. Ces lamines apparaissent depuis 1933 jusqu'à l'actuel. Si on se décale vers des profondeurs moins importantes, ben on voit que ces varves apparaissent que sur certaines périodes. Et ça, c'est valable pour le bassin nord et pour le bassin sud. Vous voyez cette dynamique identifiée avec les flèches. Donc en fait, on a des périodes où on a une extension de cette zone de varve et des périodes où on a une rétraction. Et donc, ce que l'on voit en fait, c'est qu'à partir de 1933, on a une augmentation de cette zone varvée au fond du lac, puis une diminution dans les années 80, puis une réaugmentation actuellement. Alors, à partir de ça, en fait, on peut se poser la question de pourquoi ces lamines dans ce lac. Je pense que ça, vous l'avez déjà vu avec le collègue le semestre dernier. En fait, ces petites lamines, elles se produisent tout le temps dans le lac, même quand on ne les observe pas. Il y a toujours cette sédimentation saisonnière. Et donc, en fait, le problème, c'est plutôt la préservation de ces lamines au fond du lac, dans le sédiment. En fait, à partir du moment où on va avoir de la vie au fond du lac, on va avoir des organismes fouisseurs qui vont mélanger le sédiment. Donc, même si on a une sédimentation qui est rythmée de façon saisonnière au fond du lac, cette activité biologique va mélanger le sédiment au fond du lac, ce qu'on appelle de la bioturbation, et les lamines ne seront pas préservées. Alors que, à partir du moment où on n'a plus d'activité, plus de vie au fond du lac, évidemment, ces lamines qui vont se déposer vont être préservées. Et donc, en fait, c'est l'interprétation de ces résultats-là. C'est qu'à partir du moment où on voit apparaître ces lamines, c'est qu'il n'y a plus d'activité biologique, plus de bioturbation au fond du lac. Et donc, plus de bioturbation, ça veut dire en fait plus d'oxygène qui peut permettre la vie au fond du lac. Donc, ce que l'on voit apparaître, cette dynamique donc, d'extension de ces varves et puis de diminution, on peut la résumer comme en fait une zone au fond du lac impropre à la vie. Donc, elle apparaît d'abord au fond du lac, puis ensuite elle s'étend latéralement, puis elle diminue dans les années 80, et puis elle réaugmente. Et donc, comme ça, on peut essayer d'estimer le volume d'eau anoxique, c'est-à-dire dépourvu d'oxygène, dans le fond du lac, et c'est la courbe que vous avez complètement à droite, où on voit que ça commence dans les années 33, enfin, en 1933, ensuite ça passe par un maximum dans les années 60, ça diminue dans les années 80, puis ça réaugmente. Donc tout ça avec l'identification de l'extension de ces varves au fond du lac. Donc ici, vous avez une vision en 3D de ce lac du Bourget, vu depuis le sud du lac, et sur l'ensemble de l'Holocène, donc avant 1933, donc en gros les 11 000 ans avant, eh bien, le lac ne présente jamais de varves. Ça veut dire que le fond du lac est toujours oxygéné.
Ce que vous voyez apparaître ici, on a une zone au fond du lac, la zone la plus profonde, dans laquelle on a une eau, pas de surface, une eau en profondeur, justement, qui est désoxygénée. Donc, il faut comprendre que dans cette zone sombre ici, c'est l'endroit où on va voir apparaître les varves, parce qu'il n'y a plus de bioturbation, parce qu'il n'y a plus d'oxygène au fond du lac. Ensuite, il y a une augmentation de cette zone, 1930, 1940, 1950, 1960. Là, on passe par un maximum de l'extension de cette zone impropre à la vie au fond du lac. 1980, ça diminue, on avait vu ça. 2009, parce que cette étude a été faite en 2009, mais c'est toujours le cas actuellement, elle réaugmente. Donc on voit comme ça qu'on a donc cette variation d'extension de cette zone déoxygénée au fond du lac. Pour résumer, voici un petit peu voilà, les différentes étapes. Donc on voit bien donc, cette augmentation de cette zone, puis cette contraction dans les années 80, puis cette réaugmentation. Donc à partir de ce moment-là, on peut se poser la question de pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'on a cette zone désoxygénée qui apparaît au fond du lac. Donc vous avez en haut cette courbe en rouge là qui vous résume son extension, apparition en 1933, maximum dans les années 60-70, diminution dans les années 80, puis réaugmentation. Alors pour essayer de comprendre cela, il faut déjà comprendre les différents facteurs qui vont pouvoir influencer l'oxygénation au fond du lac. Le premier facteur que vous avez tout en bas, c'est la quantité d'apport qui proviennent du bassin versant. Si on a beaucoup d'eau qui rentre dans le lac et beaucoup de crues notamment, on va pouvoir potentiellement réoxygéner l'eau au fond du lac par apport d'eau oxygénée par les crues. Et ce que l'on voit, c'est que la tendance depuis les années 80 est plutôt une tendance à la diminution de ces crues. Autre chose maintenant, si on regarde la température de l'air, on peut imaginer, alors oui, déjà il faut que je vous explique un peu le processus de désoxygénation. Alors, si on a une productivité en surface, une productivité d'algues, de matière organique, on va dire qui est modeste. On produit des algues en surface, ces algues, une fois qu'elles meurent, elles vont descendre au fond du lac. En descendant au fond du lac, elles vont se dégrader. Elles vont notamment beaucoup se dégrader au fond du lac. Et pour que les bactéries dégradent cette matière organique, elles ont besoin d'oxygène. Donc ça veut dire que le fond du lac, ces bactéries vont pomper de l'oxygène au fond du lac pour dégrader la matière organique produite par les algues en surface. Donc tant que cette production en surface n'est pas très importante, elle sédimente en profondeur, elle est dégradée en profondeur. Certes, ces bactéries pompent de l'oxygène en profondeur, mais il y en a suffisamment d'oxygène en profondeur pour qu'on n'arrive pas à une zone dépourvue d'oxygène. En revanche, si la productivité de surface augmente très fortement, on verra ensuite pourquoi, on va avoir donc un flux, un transfert de matière organique en profondeur qui va être plus important. Les bactéries donc vont dégrader cette matière organique, sauf qu'il y a tellement de matière organique qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez d'oxygène pour pouvoir dégrader cette matière organique. Donc cette matière organique va ensuite sédimenter dans le lac et on va se retrouver dans un environnement où il n'y aura plus d'oxygène au fond du lac et donc plus de vie. Okay, donc cette zone d'anoxique au fond du lac, elle apparaît parce que la production en surface augmente. D'accord, ça peut paraître un peu bizarre, hein, c'est des choses en surface qui vont gouverner ce qui se passe en profondeur. Et donc il faut comprendre cela, quels sont les facteurs qui vont pouvoir influencer la production en surface. Alors, les deux facteurs principaux, c'est notamment le climat et les températures, puisque plus il fait chaud, plus on va avoir une production algaire en surface importante. Le deuxième impact, c'est les nutriments. Plus on a de nutriments, plus cette productivité en surface va être importante. Donc, ce que l'on a en rose, indiqué ici, c'est la courbe de température, d'anomalie de température. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une tendance à l'augmentation de température, qui est notamment plus importante à partir des années 80, ça vous le savez. Donc, ça veut dire que si on a, à partir des années 80, une température de l'air qui est plus chaude, on peut avoir potentiellement une plus forte production en profondeur. Donc par contre, si on regarde la zone, l'apparition de cette anoxie en profondeur, là, 1933, on voit que les changements de température à cette période-là n'est pas extrêmement important. Par contre, l'autre chose qui est important, c'est la quantité de phosphore observée dans le lac, c'est la courbe en vert. Alors la quantité de phosphore, elle peut être soit mesurée, c'est les points bleus, soit reconstituée à partir des diatomées, qui sont des algues de surface, et qui ont des tolérances pour différents niveaux de phosphore. Je ne rentre pas trop dans le détail, c'est un indicateur de la quantité de phosphore dans le lac. Et donc ce phosphore est un nutriment important pour le vivant. Et donc si on apporte beaucoup de phosphore, on va avoir des blooms, un fort développement d'algues en surface du lac.
Alors du coup, on voit effectivement qu'on a une forte augmentation à partir des années 30 de cette quantité de phosphore. Donc on peut se poser la question de pourquoi. Sachant que vous voyez que cette forte augmentation, elle est synchrone de l'augmentation du volume désoxygéné au fond du lac. Alors pourquoi ce phosphore? En fait, dans les années 30, on a un fort développement des villes autour du lac du Bourget, et la plupart des rejets domestiques et industriels également finissent dans le lac. Donc en fait, on va avoir beaucoup de polluants, et notamment le phosphore, qui en soi n'est pas forcément un polluant, mais en grande quantité peut l'être, et donc c'est notamment un nutriment pour la vie. Donc en gros, on n'a pas de station d'épuration à ce moment-là. Et donc la plupart des nutriments relargués vont finir dans le lac et donc booster la productivité en surface, booster l'export de matière organique en profondeur, sa dégradation et donc l'apparition de cette zone anoxique en profondeur. Alors il se trouve qu'on se rend compte dans les années 70 qu'effectivement, c'est peut-être pas terrible de, de, de pas avoir de station d'épuration et de relarguer tout dans le lac. Et on voit apparaître des problèmes dans le lac. Et donc, à partir de ce moment-là, la première chose qu'on fait déjà, c'est commencer à mesurer le phosphore dans le lac. C'est les points en bleu que vous avez sur la courbe de phosphore. Et puis, on met en place des stations d'épuration. Et on voit que la quantité de phosphore dans le lac diminue fortement grâce aux mesures qui sont prises. Et donc, le corollaire de ça, c'est que la zone anoxique au fond du lac, la courbe rouge, diminue également de façon synchrone. Sauf que vous voyez que cette courbe de volume anoxique réaugmente à partir des années 80, alors que la quantité de phosphore dans le lac n'augmente pas. Okay, et donc là, qu'est-ce qui se passe à partir des années 80? C'est en fait la température de l'air qui augmente. Et donc, à nouveau, on va avoir un développement de ces algues en lien, cette fois-ci, avec le forçage de température qui va augmenter donc le temps, la période durant laquelle on a des algues qui peuvent se développer dans le lac. Et donc, à nouveau, on va avoir cette zone désoxygénée au fond du lac. Donc, ce que l'on observe ici dans cet exemple local, c'est qu'on a à la fois l'impact de l'homme sur l'écosystème lacustre, avec donc la quantité de phosphore. Ensuite, il arrive à contrebalancer cet impact, mais le système lacustre ne fonctionne plus de façon normale. Il est perturbé et un petit changement, notamment de température ici, va entraîner son basculement à nouveau dans des conditions qui ne sont pas favorables au développement de la vie en profondeur dans le lac. Ok, donc on voit ici à la fois l'impact local de l'homme sur son environnement et l'impact global à travers le réchauffement climatique. Alors, si on regarde d'autres grands lacs de plaine, notamment le lac Léman, on observe exactement la même dynamique avec cette zone d'anoxie, vous voyez, qui apparaît dans les années 50, un petit peu plus tardivement, qui s'étend jusque dans les années 80, puis qui diminue et qui réaugmente. Si on regarde le lac d'Annecy, c'est également la même chose avec cette zone anoxique qui s'étend. Donc, c'est les mêmes types d'études avec ces carottes sédimentaires et l'apparition de ces varves. Voilà, et les conclusions sont les mêmes. Alors, un autre exemple, cette fois-ci, un autre petit lac, mais cette fois-ci un lac de plaine, le lac de Saint-André, pour ceux qui connaissent, c'est juste au sud de Chambéry, sur la commune des Marches. Vous avez en bas ici le lac avec son petit bassin versant, et les petites choses que vous voyez avec des petits points verts, là, ce sont des parcelles viticoles. Et ce qu'on a voulu faire dans ce lac, qui est un lac peu profond, à peu près une douzaine de mètres, c'est essayer d'étudier l'impact des activités viticoles, notamment d'utilisation des pesticides, sur le lac et son bassin versant. Donc ce lac, il est un peu particulier, en fait, c'est un lac récent. Il a été créé par l'écroulement du mont Granier. Vous voyez cette zone sur ce modèle numérique, là, vous avez cette zone en jaune ici, qui est l'écroulement du mont Granier. C'est un des plus grands écroulements historiques en France, en 1248 pendant la nuit. Et donc cet écroulement a créé des creux et des bosses topographiques, et notamment un creux dans lequel se développe le lac de Saint-André. Donc le lac a été formé à la suite de cet écroulement. Actuellement, voilà à quoi ressemble ce lac. Donc c'est vraiment un lac piégé au milieu de domaines viticoles, d'accord, avec des pentes relativement importantes. Donc on imagine que la plupart des produits issus de l'érosion de ces parcelles viticoles vont finir dans le lac. Et c'est avec ces produits d'érosion qu'on va essayer de reconstituer la dynamique de pratique viticole dans le lac. Et vous voyez en arrière-plan le mont Granier. Alors, pour ça, on a prélevé des carottes, on a daté ces carottes, on a réalisé plein de différents types d'analyses sédimentaires, géochimiques, et puis on a également mesuré le contenu en pesticides dans ces carottes. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc ici, vous avez une figure qui vous présente en fonction de la profondeur sur l'axe des ordonnées différents
herbicides. Ce sont des pesticides. Donc, les pesticides, il y a 3 catégories. Il y a les herbicides, les insecticides, les herbicides, les insecticides et les fongicides. Donc ici, je vous présente les herbicides. L'objectif des herbicides, c'est évidemment de diminuer la quantité d'herbe dans les parcelles agricoles, et notamment ici entre les rangées de vignes. Ce que l'on peut voir ici, notamment un herbicide qui ressort très fort dans la chronique sédimentaire, c'est une molécule, le glyphosate, et son produit de dégradation qui est l'AMPA, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est la molécule active du Roundup. Le glyphosate, je pense que vous en avez déjà entendu parler, on en parle pas mal en ce moment, savoir s'il a un effet effectivement sur la santé ou pas. C'est un herbicide le plus couramment utilisé dans le monde. Et donc, il a été utilisé à partir des années 90 et notamment à partir du milieu des années 90. Et c'est ce que l'on voit apparaître. Donc, vous avez en gris, là, c'est le bruit de fond. Et puis, ce que vous voyez apparaître, la courbe en noir, on voit une augmentation à partir du milieu des années 90 de la quantité de glyphosate que l'on retrouve dans la carotte sédimentaire. Okay, et on voit apparaître d'autres types d'herbicides, notamment du flufénican sur la partie supérieure de l'enregistrement, et d'autres herbicides comme l'atrazine autour des années 60. Donc on peut reconstituer comme ça ces différentes molécules et l'apparition de ces molécules dans le passé. Si on regarde les fongicides, donc la vigne est soumise à pas mal de champignons, et donc notamment on va utiliser des fongicides pour essayer de combattre ces champignons. Alors il y a différentes catégories. Le fongicide le plus couramment utilisé, c'est ce qu'on appelle la bouillie bordelaise. C'est introduit à la fin du 19e siècle dans le Bordelais, d'où son nom. Et puis ça augmente très fortement après la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est pour lutter contre ce qu'on appelle l'oïdium et le mildiou, c'est les photos que vous avez à droite, qui sont des pourrissements en fait des grains de raisin. Et donc en fait ce que l'on observe, nous, dans notre chronique sédimentaire, c'est la quantité de cuivre et son augmentation au cours du temps. Donc on voit qu'elle a tendance à augmenter juste après 1900, puis elle explose après la Seconde Guerre mondiale. C'est tout à fait cohérent avec ce que l'on connaît d'utilisation de cette bouillie bordelaise. Ensuite, on a d'autres pesticides, comme le captane, le diméthomorphe, je ne rentre pas trop dans le détail, peu importe, qui sont également utilisés pour lutter contre l'oïdium et le mildiou, que l'on voit apparaître à partir des années 60, et puis un petit peu plus tard. Donc on a ici une succession de ces molécules au cours du temps, en fonction des périodes d'autorisation et d'interdiction, parce qu'elles sont dangereuses pour l'environnement et la santé. Ensuite, on voit apparaître d'autres types de molécules, comme le mancozeb, introduit dans les années 60. C'est pour lutter contre une autre maladie de la vigne qu'on appelle la pourriture noire. C'est ce que vous avez dans la photo en vert, là, où on voit que certains grains de raisin pourrissent de façon sombre. Et donc ça aussi, on voit apparaître une augmentation de ce pesticide-là à base de zinc dans les années 80. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec les pratiques agricoles et l'apparition de cette maladie que nous ont raconté les agriculteurs. Ensuite, un autre type de pesticide qui est pour lutter contre ce qu'on appelle la pourriture grise. Et donc, on voit également apparaître à partir des années 90. Les insecticides maintenant, donc principalement dans le domaine viticole, c'est pour lutter contre les mites, différents types de mites. Voilà l'impact que ça peut avoir notamment sur les feuilles. Et donc ici, là, on a pu reconstituer la succession de ces différents insecticides. Alors les insecticides, c'est généralement assez toxique pour l'environnement, évidemment. L'objectif, c'est de tuer les insectes. Et donc on peut voir ici qu'on a une succession de ces molécules au cours du temps. Et en fait, à partir des années déjà 40, mais on a les successions au cours du temps, simplement parce que ces molécules vont être introduites à partir d'une certaine période, puis interdites parce qu'elles sont trop toxiques, donc on les substitue par une autre, et on voit ici qu'on a une succession de ces molécules au cours du temps. Alors un insecticide sur lequel on s'est un peu plus penché, c'est le DDT. Alors le DDT, c'est un insecticide extrêmement puissant, hein, ça a été même utilisé pendant la guerre du Vietnam pour tuer des gens, hein. Et donc en fait ce DDT, il est globalement utilisé à partir de la Seconde Guerre mondiale, et donc il a été interdit ensuite à partir des années 72. Alors ce que l'on observe dans notre chronique sédimentaire, hein, c'est la courbe que vous avez au centre, sur la partie gauche je veux dire. Ce DDT, on voit qu'il apparaît à partir des années 1910, et puis qu'on a une augmentation assez forte, une augmentation modérée on va dire dans les années 70, puis très forte dans les années 2000. Alors, quand on a vu cette courbe, on s'est posé des questions, on s'est dit déjà comment ça se fait que ça apparaît dans les années 1910. Alors en fait ça c'est tout simplement lié au fait qu'on a
cette molécule, en fait, elle est dans l'environnement sédimentaire, elle a tendance à migrer en profondeur. Donc la partie inférieure, il ne faut pas en tenir en compte, c'est juste le fait que cette molécule se déplace dans la colonne sédimentaire vers le bas. Donc ensuite, si on regarde la partie supérieure, on voit qu'on a une augmentation à partir de la Seconde Guerre mondiale, et puis on passe par un petit pic dans les années 70, 72 très précisément, et à partir de ce moment-là, on interdit cette molécule. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler sur la droite du graphique et regarder la somme du DDT, c'est-à-dire toutes les molécules de DDT. Donc la partie inférieure, c'est la diffusion dans la colonne sédimentaire. Ensuite, on a son introduction à partir de la Seconde Guerre mondiale, le pic de maximum d'utilisation dans les années 70, puis son interdiction. On passe par un minimum dans les années 80. Et puis, à partir de la fin des années 90, on voit qu'on passe par une très forte augmentation de DDT. Alors bon, quand on a vu ça, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un petit malin sur le bassin versant qui utilise encore du DDT, alors que c'est interdit depuis plus de 20 ans, voire même 30 ans? Et en fait, non, c'est pas le cas. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors le DDT, donc cette molécule, elle peut se dégrader en deux types de molécules. Alors, il y a une dégradation par voie aérobique, c'est-à-dire à l'air libre, et on va former du DDE. Et il y a une dégradation par voie anaérobique, c'est-à-dire dépourvue d'oxygène, on va former du DDD. Alors ces deux molécules, il faut savoir qu'elles sont encore plus toxiques que la première. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une dégradation par voie aérobique? Ça veut dire qu'on est à l'air libre. Donc, notamment, ça, on va être probablement dans le sol. C'est-à-dire que l'utilisation passée du DDT, cette molécule étant très persistante dans l'environnement, va être stockée dans les sols, dans les domaines viticoles, et donc elle va être dégradée à l'air libre et se transformer en DDE. Alors que le DDT qui va être utilisé à une certaine période, qui va être ensuite transféré dans le lac, on est dans les conditions, dans le sédiment du lac, on va être dans des conditions anaérobiques dépourvues d'oxygène, et donc ce DDT va se transformer en DDD. Alors du coup, si on regarde le rapport DDD sur DDE, on voit que dans les années 70, on a une valeur importante. Ça veut dire qu'on a une dégradation anaérobique qui domine par rapport à la dégradation aérobique. Okay, bah, c'est assez logique. On utilise le DDT sur le bassin versant, il arrive dans le lac et il se dégrade. Alors que si on regarde donc la source actuelle, la nouvelle source à partir des années fin 90, début 2000, on voit qu'on a un ratio DDD sur DDE assez faible. Et si je regarde le ratio DDE sur DDT, pardon, excusez-moi, on voit qu'on a un pic. Ça veut dire que lors de cette augmentation du DDT, en fait, ce qui arrive beaucoup, c'est du DDE, c'est-à-dire c'est la molécule de dégradation à l'air libre. Ok. Donc du coup, ça veut dire que c'est pas du DDT qu'on avait stocké quelque part, c'est du DDT qui s'est dégradé, notamment dans les sols. Je vais revenir là-dessus. Alors, ici, on a essayé de synthétiser toutes ces informations. Donc, vous avez à gauche l'herbicide AMPA, enfin le glyphosate, on va dire. Cet herbicide extrêmement efficace utilisé partout, qui apparaît notamment à partir des années 90. Vous avez ensuite l'atrazine, qui est un autre herbicide. Au milieu, vous avez la quantité d'érosion qui a été reconstituée. On voit qu'on a deux augmentations, une augmentation dans les années 70, puis une au milieu des années 90. Et vous avez ensuite la courbe de DDT. Donc ce que l'on peut mettre en évidence, c'est qu'on a une forte augmentation de l'érosion à partir des années 70, et ces années 70, ça correspond à une augmentation de la mécanisation en domaine viticole, avec notamment plus de labour, et également l'utilisation des premiers herbicides comme l'atrazine, donc vous voyez l'augmentation ici. Donc en fait, le labour et ses premiers herbicides induisent une augmentation de l'érosion que l'on observe dans la courbe du milieu. Et c'est également la période d'utilisation du DDT. Ensuite, ce que l'on voit, c'est qu'à partir des années 90, la fin des années 90, on va avoir donc l'utilisation du glyphosate, le graphique de gauche. Et cette forte utilisation, en fait, du glyphosate va induire une très forte érosion des sols. Vous voyez, cette courbe d'érosion, là, on a une très forte augmentation. Et ce que l'on voit, c'est qu'elle est synchrone de la réapparition du DDT. Okay, donc ça veut dire tout simplement que cette érosion renforcée par ces herbicides, très efficaces, va induire donc une plus forte érosion des sols. Et dans ces sols, en fait, on a des pesticides stockés depuis des années en lien avec les pratiques passées. Et notamment, on va avoir beaucoup de DDT stockés dans ces sols. Et donc, s'il y en a plus d'érosion, ce sol va donc être transféré, ces particules de sol vont être transférées, chargées de DDT, et elles vont donc polluer notre environnement.
Donc ici, on a la chance qu'il y ait un lac, et donc finalement ce DDT va être stocké dans le lac, mais c'est pas partout le cas. Voilà. Et donc on est en train de faire le même type d'études aux Antilles, et il se trouve que ce phénomène d'augmentation de l'érosion en lien avec le glyphosate est valable dans beaucoup d'endroits du monde. Si on regarde la partie récente, on voit qu'on a une diminution de l'érosion, le trait vert, une diminution de ces pesticides, et notamment c'est probablement lié au fait qu'une des politiques actuelles, c'est de réenherber les vignes pour limiter l'érosion, avec une diminution de l'utilisation du glyphosate. Et donc on a l'impression qu'on voit déjà cette politique publique s'enregistrer dans la carotte sédimentaire. Voilà une photo actuelle du lac du Saint-André où vous voyez que entre les rangées de vignes, il y a de la végétation. Et donc évidemment, cette végétation limite l'érosion, alors que si on a un sol nu, ben, quand il pleut, les gouttes d'eau vont faire un effet splash, c'est-à-dire qu'elles vont détacher les particules et on va avoir plus d'érosion. Donc voilà un exemple local de l'impact de l'activité humaine. Alors on change de système maintenant, on passe au lac de la Tuile. Pour ceux qui connaissent, c'est dans les Bauges, hein, c'est pas très loin, c'est à 30 minutes de Chambéry. C'est un lac de moyenne altitude, on est à 850 mètres d'altitude. Et donc ici, ce qu'on a voulu essayer de reconstituer, c'est l'activité, notamment des pratiques humaines dans le passé plus lointain. Vous avez en bas deux photos où vous avez du lac de la Tuile à la fin du XXe siècle, à la fin du non, au début du XXe siècle, excusez-moi, où on voit que sur les flancs, il y a des parcelles agricoles, et vous avez le lac de la Tuile il y a quelques années, où vous voyez qu'il n'y a plus du tout ces parcelles agricoles. Donc déjà un changement majeur dans le pastoralisme, dans l'agro-pastoralisme, on va dire, puisqu'il y a également du pastoralisme sur le bassin versant, sur le XXe siècle. Alors, dans ce lac de la Tuile, on a prélevé une carotte qui fait à peu près 17 mètres. Alors, je vous présente que les derniers mètres ici. Donc ici, vous avez 9 mètres, avec à droite ce qu'on appelle le modèle d'âge, c'est-à-dire la relation âge-profondeur, qu'on a pu réaliser à partir de date carbone 14. C'est les points rouges que vous avez. Et donc, à travers cet enregistrement lacustre, on a réalisé pas mal d'analyses, et c'est le graphique que vous avez à droite. Les différents indicateurs que l'on a pu réaliser, c'est notamment des indicateurs mesurés, c'est des indicateurs d'érosion. C'est les deux courbes que vous avez en haut, où on voit en fait que cette érosion en fonction de l'âge, donc là on couvre les 12 000 dernières années, c'est-à-dire tout l'Holocène. On voit que cette érosion, cette courbe marron, elle augmente il y a à peu près 4500 ans, puis autour de 2500 ans, elle augmente encore, et elle explose à partir de 1600. D'il y a 1600 ans, pardon. Si on regarde un petit peu les dynamiques de végétation maintenant, ça c'est ce qu'on a fait à travers l'étude des grains de pollen, c'est-à-dire qu'on peut extraire les grains de pollen à différentes profondeurs et compter ces grains de pollen, pour les identifier, les compter, pour essayer de reconstituer la végétation. Ce que l'on peut faire, c'est identifier évidemment les espèces et ensuite les classer sur différentes catégories. La courbe que vous avez en vert là, c'est la proportion de pollen arboré sur les pollens non arborés, c'est-à-dire les herbacées. Quand la courbe est en vert, c'est qu'on a beaucoup de végétation de type forêt, et quand la courbe devient en vert clair, c'est qu'on a beaucoup plus de végétation de type prairie. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a à partir de, il y a à peu près 4000 ans, un peu avant 4000 ans, et c'est étonnant parce que, enfin, c'est pas étonnant, c'est logique, c'est à peu près synchrone de l'augmentation de l'érosion. On voit qu'on a une diminution du couvert forestier et que l'on va vers de plus en plus de prairies. Et c'est encore plus le cas à partir de 2005, il y a à peu près 2500 ans. Donc, on a une ouverture de cet environnement. Ensuite, on peut essayer de regarder les différents taxons plus en détail, et c'est la partie basse du diagramme que vous avez en noir, et donc on peut voir la succession des différentes espèces, soit forestières, et puis ensuite plutôt herbacées, avec le pin, le chêne, l'aulne, etc., le sapin, qui se succèdent dans le temps. Ça, c'est des successions écologiques connues à ces altitudes, au cours de l'Holocène. Et ensuite, à partir donc, du train pointillé autour de 4000 ans, on voit apparaître différentes espèces qui sont plutôt des taxons anthropiques, comme les poacées, les différents types de céréales. Et puis on voit que c'est encore plus présent à partir d'environ 2500 ans. Donc clairement, là, on voit que l'environnement s'ouvre autour de ce lac de la Tuile, en lien avec l'implantation de l'activité humaine, et notamment, par exemple, des céréales. Et cela induit une augmentation de l'érosion enregistrée dans le lac. Donc on peut essayer de reconstituer un peu plus en détail l'évolution du paysage dans ces carottes. Donc sur la partie inférieure, on est avant 12 000 ans, on est durant ce qu'on appelle le tardiglaciaire, c'est une période relativement froide,
et il ne se passe pas grand-chose dans le bassin versant. On n'a pas de sol qui se développe, assez peu de végétation. Ensuite, on rentre dans l'Holocène, on a la végétation qui se développe, on a un couvert forestier entre 12 000 et 4 500 ans, avec les sols qui se développent tout autour du lac et beaucoup de forêts. Ensuite, à partir de 4 500 ans, on obtient un maximum d'extension de cette forêt. Et ensuite, sur